Alors, bonsoir à tout le monde, bienvenue au sein du Virtual Chapter. Donc, le Virtual Chapter pour les nouveaux arrivés, c'est en fait une réunion Zoom qui est proposée tous les 3 mois. C'est sous l'égide de l'IMDHA, donc qui est une société d'hypnose médicale aux États-Unis et à laquelle j'appartiens. Comme je dis souvent, donc c'est pas le café du commerce, c'est pas l'auberge espagnole. Le but, c'est vraiment de proposer tous les 4 fois par an un sujet spécifique qui va être traité donc par un spécialiste. Et puis ensuite une discussion. Voilà, on va faire dans l'idée à peu près une demi-heure de présentation, une heure un peu plus. Hein, Christophe, le temps n'est pas compté. Et puis après, on prendra quelques questions. Voilà. Donc, je vous demanderai tout d'abord de couper les micros, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et puis après, vous pourrez rallumer les micros, poser des questions soit en levant la petite main, soit en mettant un petit message sur le chat. Et puis, Christophe sera un plaisir de répondre, et puis ça peut être aussi interactif. D'autres personnes, évidemment, sont les bienvenues à répondre. Donc ce soir, nous avons le bonheur et l'honneur d'accueillir le docteur Christophe Dufour, qui est psychiatre à Toulon. Moi, j'ai mis un café. Alors, si tu veux bien couper le micro, merci. Voilà, ça commence. Donc, qui est psychiatre à Toulon. Et on a on travaille évidemment dans des domaines très différents, mais on a beaucoup de choses, je pense, en commun au niveau de la pratique de l'hypnose et notamment de la transe somnambulique. Et je sais qu'on avait échangé précédemment sur cette notion un petit peu qui est très très ancienne et historique en fait, hein, du rapport de l'hypnose et du rapport au rêve et des onirothérapies et justement des similitudes entre le somnambulisme dans ce côté trans-hallucinatoire, somnambulisme trans profonde complète, et le cerveau qui rêve la nuit. Donc j'ai proposé à Christophe de nous parler ce soir des onirothérapies et de mettre en perspective évidemment la thérapie, l'hypnothérapie ou la démarche thérapeutique hypnotique en rapport avec les thérapies du rêve. Donc je te laisse la parole, Christophe, je te remercie. Très bien, merci. Ben, je te remercie de m'inviter pour ce virtual chapter. J'espère que je serai à la hauteur de ce que vous attendez. Alors évidemment, et comme tu disais très justement, on va parler des onirothérapies, mais ça va être une manière de parler de l'hypnose. Peut-être une hypnose un peu différente, ou peut-être l'hypnose que vous pratiquez. On va voir un petit peu. Alors, pour commencer, si on parle de l'onirothérapie, étymologiquement, c'est le soin, la thérapie par le rêve. Alors, c'est une très longue histoire, ça commence à la Grèce antique. La méthode consistait à respirer des vapeurs, de vapeur. On ne connaît pas trop le produit, de dormir, de rêver dans le temple d'Asclépios, par exemple, et d'obtenir une réponse lors du rêve. Cette réponse pouvait nécessiter qu'un onirocrite, un spécialiste de l'interprétation du rêve, vienne signifier ce que ça voulait dire. Mais ça pouvait être aussi guérir spontanément suite à un rêve inspiré par le dieu. Alors c'est un modèle qu'on connaît encore, hein. Si vous remplacez Asclépios par inconscient, vous tombez sur quelque chose qui est la psychanalyse dans une acceptation la plus freudienne. Euh, les termes a évolué récemment, on va dire dans les années 60-70, pour devenir l'ensemble des thérapies et des techniques psychothérapiques qui font appel à l'imagerie mentale. Donc, il va falloir qu'on précise un petit peu ce que c'est que l'imagerie mentale. Et ce n'est pas donc l'interprétation des rêves, ce n'est pas non plus l'induction d'un rêve lucide dans un but thérapeutique, ni simplement se contenter d'une rêverie diurne solitaire. Donc, les techniques psychothérapiques qui font appel à l'imagerie mentale. Si on regarde un petit peu, une première distinction, l'activité mentale se divise en deux, c'est une distinction qui a été faite par Galton en 1883. Il y a d'un côté la pensée discursive, la pensée propositionnelle, on va dire qui est logique, langagière, structurée, hein, et de l'autre, l'image mentale. L'image mentale, c'est tout ce qui est sensoriel. Donc, on peut avoir une image visuelle, bien sûr, mais ça peut être une image auditive, ça peut être une image olfactive, ça peut être une image synesthésique, ça peut être une image motrice. Tout ce qui est sensoriel. Au sein de l'image mentale, il faut encore qu'on fasse une distinction. Cette distinction a été faite par Binet en 1922 entre les images qui sont volontaires et celles qui sont spontanées. Alors,
Quand je dis volontaire, ne vous laissez pas abuser par le terme. Si je vous dis par exemple que je ne veux pas que vous pensiez à un cheval blanc, c'est moi qui ai induit cette image mentale chez vous. Néanmoins, elle est volontaire parce que vous pouvez tout à fait décider de voir ce cheval de face ou de profil. Vous pouvez décider qu'il court ou qu'il soit immobile. Vous pouvez décider de le monter. Ça peut vous renvoyer un souvenir antérieur. Bref, vous avez l'initiative et vous pouvez agir sur cette image. Donc les images volontaires sont peu vivaces, elles sont plutôt fixes, brèves. L'exemple que vous avez eu là avec le cheval blanc, elles sont, comme je vous le disais, contrôlables par la volonté, c'est leur caractéristique. Elles nécessitent souvent un effort pour vous souvenir de quelque chose, pour visualiser quelque chose, il faut un effort volontaire. Il n'y a pas d'originalité particulière, c'est que vous allez trouver dans l'image ce que vous y avez mis. Et c'est basé sur la mémoire et ses catégories. À l'inverse, l'imagerie, et c'est ce qui nous intéresse là pour la thérapie, elle est spontanée. Spontanée, ça veut dire que vous ne l'avez pas désirée, vous ne l'avez pas souhaitée, elle est d'intensité hallucinatoire. Donc si c'est visuel, vous voyez devant vous, mais si c'est sensoriel, vous ressentez complètement la sensation. Elle est cinématique, c'est-à-dire que ça évolue, c'est plutôt un court-métrage, on va dire, elle est scénarisée, il y a une histoire. Elle n'est pas contrôlable par la volonté, ça se fait sans le moindre effort et elle contient des surprises, elle a un sens symbolique, c'est-à-dire qu'elle apporte une information que vous n'avez pas au départ, alors que la visualisation, elle, ne contient que ce que vous connaissez, ce qui avait permis, par exemple, à Sartre de parler de néantisation, la visualisation n'apportant aucune information et pointant de plus sur quelque chose qui est absent, puisque sinon on le regarde. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'imagerie mentale. Donc, cette imagerie spontanée, hallucinatoire, scénarisée, signifiante pour le sujet. Donc, pour résumer, la cognition, l'activité mentale se divise en deux. D'un côté, la pensée propositionnelle, logique, verbale. De l'autre, l'image mentale, qui se divise elle-même en visualisation et imagerie. Alors, on va en profiter pour détailler les deux, visualisation et imagerie, de manière à bien les contraster et que vous repériez bien ce que c'est parce que vous utilisez ces techniques. Alors, la visualisation, c'est faire évoquer par le sujet, volontairement ou par automatisme, comme j'ai fait avec le cheval blanc, une représentation qui est issue de sa mémoire afin qu'il accède à ce qui lui est implicitement associé. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce qu'on voit ici, les safe places sont typiquement des techniques de visualisation, hein. Vous allez demander au patient de faire un effort pour s'imaginer dans un endroit qu'il connaît, qui est agréable pour lui, de manière à ce qu'il puisse ressentir le sentiment de confort, de sécurité qui est implicite à cet environnement. Mais ça va être aussi, par exemple, invoquer le sommeil, pardon, pour obtenir la passivité, la détente lors d'une induction ou lors de la relaxation. Invoquer des expériences positives pour ancrer, par exemple, l'espoir, un dynamisme. Invoquer des apprentissages précoces pour obtenir un mindset dynamique. Vous vous souvenez sûrement de Erickson insistant sur l'apprentissage de, par exemple, l'écriture ou de la marche, insistant sur, par exemple, vous allez commencer à apprendre à écrire, à faire des boucles, des ronds, hein, le papier, le stylo qui crissait sur le papier. Et vous voyez, si vous lisez les textes, vous verrez à quel point il insiste sur l'image. L'image sensorielle et techniques de visualisation. Mais c'est aussi, par exemple, pour les phénomènes hypnotiques, utiliser des souvenirs d'anesthésie ou de froid pour obtenir une analgésie, le gant, imaginer les ballons d'hélium, les barres de fer pour la lévitation, la catalepsie, et tout ce qui est métaphore de manière générale. Donc là, on est clairement dans le camp de la visualisation, et vous voyez que ce sont des techniques que vous utilisez quotidiennement. Alors, ça fait référence à la théorie idéomotrice de James, c'est-à-dire que c'est visualiser le résultat qu'on veut obtenir qui va conditionner le mouvement et en fait toute la séquence comportementale. Vous avez là un exemple, par exemple. Selon cette théorie, c'est Pancanis, c'est le fait d'anticiper la mélodie, c'est-à-dire d'avoir en mémoire la mélodie qui va conditionner toute la séquence motrice des doigts sur le clavier. C'est aussi la théorie Bernheim, l'année suivante, hein, toute idée tend à devenir un acte. C'est les bases de l'hypnose ericksonienne. Vous voyez ici, décrit par Erickson et Rossi en 1976, que l'utilisation du répertoire d'images mémorielles et d'apprentissage expérientiel du patient est la base de la théorie de l'utilisation et de la suggestion hypnotique.
C'est aussi la théorie socio-cognitive de l'hypnose, en tout cas la variante de Spanos avec les Goal-Directed Fantasy, qui consistait justement, c'est ce que vous utilisez quand vous voulez faire une méditation et que vous demandez au patient d'imaginer que des ballons, par exemple, d'hélium soulèvent son bras, ou une catalepsie, d'imaginer que les pieds sont collés au sol par de la colle ou du ciment, ou que le bras devient une barre de feu. On est typiquement là sur des Goal-Directed Fantasy. Alors, très bien. Est-ce que ça fonctionne pour hypnotiser? Puisque c'est un peu notre intérêt et notre truc. Alors, on s'aperçoit que si on définit l'hypnose par le fait que ça entraîne une altération du sentiment d'agentivité. La définition actuelle de l'hypnose, c'est que c'est un état de conscience incluant une focalisation de l'attention ainsi qu'une attention périphérique diminuée caractérisée par une capacité accrue à répondre à la suggestion. C'est dans le terme suggestion que se trouve la définition réelle de l'hypnose. C'est-à-dire qu'une suggestion, si on prend Janet, c'est un commandement qui, une fois compris, s'impose au sujet et qu'il accomplit hors de son consentement. Ça n'est pas induire une pensée, hein, c'est obtenir un état particulier où le patient ne peut pas s'opposer au consentement. Typiquement, les suggestions des défi, typiquement les catalepsies, c'est-à-dire que le patient veut ouvrir les paupières, veut plier le bras, mais il est dans l'incapacité de le faire. C'est ça la réponse suggestive, la réponse hypnotique. Ça a été confirmé et repris par Weizenhofer en 1974, c'est l'involontarité, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de contrôle volontaire sur un comportement qui normalement l'est, hein, qui distingue la suggestion d'une instruction. C'est-à-dire que suggestion est une nominalisation, en fait, la nominalisation d'un effet, et cet effet, c'est ce qu'on va appeler l'altération de l'agentivité, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le contrôleur ou l'initiateur du mouvement, mais c'est aussi la même chose avec l'accès à la mémoire autobiographique. Vous ne pouvez plus y accéder, par exemple pour une suggestion d'amnésie. Ok. Donc, si on considère que c'est ça l'hypnose, c'est-à-dire que c'est caractérisé par cette altération du sentiment d'agentivité, alors on découvre que un patient est tout à fait capable ou un sujet est tout à fait capable de faire une lévitation en se concentrant sur la lourdeur. Ça a été fait à de multiples reprises. Ok. Ce qui vient mettre en échec et en défaut la thérapie, la théorie idéomotrice, la théorie dynamique, mais aussi les goal-directed fantasy de Spanos. Et même, cette étude montre, les études, que la visualisation, les consignes de visualisation vont gêner les patients. C'est-à-dire que les highs, c'est-à-dire les patients, c'est les sujets qui savent rentrer en transe, n'ont que faire, grosso modo, des consignes qu'on leur donne, ils rentrent en transe. Par contre, les lots, ceux qui ne savent pas et qui dépendent des consignes qu'on leur donne, si dans l'induction, vous leur donnez des consignes de visualisation, ça vient les gêner et empêcher de rentrer en transe. Quand on enlève ces consignes de visualisation et qu'on leur demande simplement qu'on répète simplement, par exemple, le bras est léger, le bras est léger, à ce moment-là, ces patients qui étaient incapables de présenter des phénomènes hypnotiques vont le faire. Ok. Donc, manifestement, la théorie qui était introduite par James et par Bernheim à la fin du 19e et sur lesquelles est fondée la pratique actuelle, à savoir la théorie idéomotrice, pose problème et ne semble pas être aussi juste que l'on pense. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vous demander de faire une petite expérience. Comme j'ai le chat, vous allez pouvoir marquer dans le chat ce que vous voyez. Je vais vous montrer un dessin brièvement. Vous allez le regarder et vous allez me marquer dans le chat ce que vous avez vu. Allez-y. Je pense que vous avez vu quelque chose quand même. Et alors, qui marque quelque chose? Mhm. D'accord. Un avion. Alors, si vous ne connaissez pas cette image, et si on vous la présente brièvement, vous allez voir une seule chose. C'est une image qui est ambiguë, évidemment. Alors, je suis d'accord, c'est pas un canard, c'est un gabian. Moi, je suis du sud, c'est une saleté de gabian. Donc, vous voyez, vous avez ici l'oiseau avec son bec, son œil, l'arrière de la tête, mais vous avez ici l'œil, le museau du lapin et ses oreilles. Donc, l'image est ambiguë. Quand on présente cette image brièvement à des gens qui ne la connaissent pas, à ce moment-là, et qu'on leur demande, on leur fait pas de suggestion, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu, voilà, ils vont dire un lapin ou un canard. S'ils ne la connaissent pas, ils vont pas dire un lapin et un canard.
On va leur demander de revoir l'image, OK, et ils vont voir un lapin ou un canard. On va leur demander de dessiner, et vous voyez qu'ils dessinent correctement l'image ambiguë. Et tant qu'ils ne l'ont pas dessiné, ils ne peuvent pas accéder à l'autre sens, c'est-à-dire que l'image a été encodée, elle a été correctement encodée sur le plan graphique, on va dire, mais elle était encodée avec un sens, celui qu'ils ont vu, lapin ou canard, et ils ne sont pas capables d'en changer. Il n'y a que quand ils voient l'image ou quand ils la dessinent, c'est-à-dire quand ils la perçoivent, qu'ils sont capables de voir de se rendre compte qu'il y a une image ambivalente, ambiguë, avec deux significations, un lapin et un canard. Ça donne quelque chose, une information sur ce que c'est que la mémoire et la perception. On considère que percevoir, organiser les sensations, ce que vous avez fait là quand vous avez regardé cette image, mais se souvenir et visualiser, c'est très similaire. Nous avons, à partir des cortex sensoriels, des voix. Donc là, en particulier pour l'image, vous avez trois voix qui vont coder la forme, les couleurs, la localisation, mais vous avez la même chose pour le cortex auditif, la même chose pour le cortex moteur. Et là, ce qui est encodé, on estime qu'il y a un double système d'encodage. Quand vous voyez cette image, vous allez encoder des informations sensorielles, selon par exemple la structure, la couleur et l'organisation. Mais vous allez aussi encoder le sens. C'est-à-dire que lorsque vous percevez, lorsque vous organisez, ok, vous accédez au sens, c'est un lapin ou c'est un canard. Et ce sens conditionne le souvenir. Lorsque on vous demande après de vous rappeler de cette image, vous avez quelque chose en mémoire qui ressemble à un enregistrement de la réalité, mais qui n'est pas du tout. En fait, c'est une reconstruction à partir de la donnée cognitive que vous avez, le sens que vous avez mémorisé. Si vous avez mémorisé que c'est un canard, vous allez revoir l'image, juste, mais vous n'accéderez qu'au sens que c'est un canard. Idem si vous avez mémorisé que c'est un lapin. D'accord. Donc, le souvenir qui vous paraît être un enregistrement fiable de la réalité n'est en fait conditionné que par l'idée que vous avez eue au moment de l'enregistrement. Et il dépend complètement de ça. Donc, ça n'est pas une visualisation, c'est une construction, en fait, à partir d'une donnée cognitive, d'une donnée propositionnelle. Et d'ailleurs, il suffit de modifier cette donnée propositionnelle, ce sens, pour que le souvenir se modifie. C'est tous les travaux de Loftus sur les faux souvenirs, où il suffit de quelques mots pour changer le souvenir. Ça le fait de manière massive, d'accord? Ça a été fait sur des populations très variées, dans des contextes multiples. Ça a été fait avec des gens ayant des hypermnésiques, ayant une mémoire particulièrement truc. Ça a été fait avec des événements très stressants, donc très chargés en émotions. Ok. Et chaque fois, c'est la même chose. Le souvenir obtenu, il est modifié, ok, mais il n'est pas perçu comme tel par le sujet. Il a suffi de changer la signification qu'il avait encodée pour changer complètement son expérience sans qu'il s'en rende compte. Les souvenirs modifiés apparaissent pour le sujet exactement comme des souvenirs normaux parce que c'est le processus normal de rappel. Ok. Le fait que ce soit très émouvant, le fait que ce soit très détaillé n'est en rien une garantie de la véracité. Donc, si vous travaillez avec des patients et que, par exemple, ils pleurent et que vous pensez que c'est une abréaction, alors abréaction est un terme qui a été forgé par Freud et qui signifie que c'est réagir à quelque chose du passé, à un souvenir. Alors, on sait que cette notion est basée sur un faux, la thérapie de Hanao, et qu'il n'y avait pas de souvenir justement. Donc il n'y a pas d'abréaction, il n'y a pas de garantie du tout parce que le patient est très ému que le souvenir est plus authentique. Notre mémoire, ok, est en fait une reconstruction dynamique à partir de conceptions qu'on a. Et si on change la conception, on change le souvenir sans que l'on puisse s'en rendre compte et sans que l'on puisse sans en avoir conscience. Ok. Si on revient maintenant à nos suggestions, c'est-à-dire cette réponse, par exemple des suggestions d'analgésie, par exemple des suggestions des catalepsies, celles où l'altération de l'agentivité est présente, et qu'on utilise les techniques modernes d'IRM, on s'aperçoit que visualisation, c'est-à-dire reconstruction comme ça de l'expérience à partir de données cognitives, et suggestions hypnotiques sont radicalement différentes. D'accord. La suggestion, le patient il est en train de la vivre.
Il n'est pas en train de reconstruire à partir de quelque chose. Donc, faire évoquer quelque chose, c'est-à-dire lui demander de reconstruire une expérience en pensant que ça va augmenter ou entraîner le phénomène suggestif, est une erreur, en tout cas, sur le plan scientifique et sur le plan du constat, c'est radicalement différent. D'accord. Quand une patient vit une suggestion, c'est-à-dire présente cette réponse hypnotique caractérisée par l'altération de l'agentivité qui montre que oui, il est hypnotisé, on s'aperçoit qu'en fait, il est en train de vivre et de percevoir. Il n'est pas en train de visualiser et de reconstruire. Ok. Donc, la visualisation qu'on vous a enseignée, qui est centrale, qui revient sans cesse, la théorie idéodynamique, ok, s'applique et est très utile si on veut changer un souvenir, changer l'expérience de quelqu'un. Mais donc là, on est dans un processus qui n'est pas l'hypnose, un processus qui est l'influence. Il faut savoir que suite à Bernheim, ben, la deuxième école de Nancy, ça a été Coué, et ensuite, ça a été Bernays qui a inventé la propagande. Et tout ce courant-là de l'idéodynamisme, en fait, c'est le courant qui va donner tout ce qui est le marketing, l'influence et la propagande. C'est-à-dire comment introduire une idée, ce qui était l'idée de Bernheim, dans la conscience de quelqu'un, en lui présentant des images et en utilisant les données implicites de ces images. Alors, à l'inverse, si on va sur l'imagerie, d'accord, donc on a vu la visualisation, c'est-à-dire c'est une reconstruction à partir de données cognitives de quelque chose qui est très fragile et qui est sur le plan de l'imagerie neuroscientifique, enfin des IRM, radicalement différent de l'expérience vécue par quelqu'un qui est sous le coup d'une suggestion. Alors, si on prend un témoignage de ce que c'est que l'imagerie, ça donne ça, c'est-à-dire que les images s'imposent au patient, comme je vous ai dit, elles sont spontanées. Il assiste avec surprise, c'est-à-dire que c'est non intentionnel, il est surpris de ce qui se déclenche, et émerveillement, parfois avec stupeur, à leur évolution imprévue. Ok. Donc on n'est pas du tout dans la visualisation, où ce qui se manifeste, c'est ce qui est attendu, puisque c'est basé sur la conception que le patient a déjà. Là, il découvre quelque chose. Alors, elles obéissent à des lois propres, elles évoluent sur leur propre compte. Ok. Leur gravitation s'effectue dans une sphère de l'esprit fortement chargée de symbolisme. Alors peut-être que vous connaissez la notion d'imaginal. Ces images parlent sans ambiguïté le langage universel des grands mythes. Alors, pas forcément. Mais bon. Alors je vous donne un exemple. Un patient, par exemple, qui vient consulter. Alors c'est un patient qui est très, quand il se présente, très mal alpha, très compétitif, que ce soit dans sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sportive. Euh, ok. Sauf que ce patient fait des attaques de panique, ce qui vient un petit peu lui poser problème et sur lequel il n'a aucun contrôle. Si je l'amène à accéder à cette imagerie mentale, à ce moment-là, ce qu'il découvre, euh, c'est qu'il y a un serpent. Et il est très surpris de ce serpent, et ce n'est pas n'importe quel serpent, c'est un serpent qui veut sa mort. Il n'est pas en train de réfléchir, les données s'imposent à lui. Donc un serpent, et un serpent qui veut sa mort. Et ce serpent est très particulier. Il découvre, je ne suis pas sûr qu'il ait de connaissances là-dessus, il découvre que ce serpent se mord la queue, c'est l'ouroboros. Et là, il réalise, et c'est différent de l'imagerie, c'est-à-dire qu'il a une pensée à propos de ce qui se passe, une métacognition, il réalise que mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fin. Mhm. Ce qu'il est en train là d'observer, et ce n'est pas une métaphore, puisqu'on n'est pas sur quelque chose dont il se souvient, on est sur une création, une perception, il est en train de percevoir son problème, il est en train de le percevoir d'une manière différente, d'une manière imagée, à savoir que sa course à la performance, tout ça, est en train de le tuer. Alors, tuer objectivement, je ne sais pas, mais en tout cas, les patients qui paniquent ont ce ressenti de ils vont mourir, ok. Et que ça n'a pas de sens de courir après tout ça. Ok. Quelque chose que je ne lui ai pas dit, quelque chose que nous n'avions pas abordé avant, quelque chose que je n'ai pas subrepticement, si vous voulez, introduit dans le discours. Je l'ai juste amené à observer ce qui se passe et dans cet état particulier où l'imagerie se manifeste.
Donc, on va retrouver là les images qui sont surprenantes pour le patient, qui véhiculent un sens qui est propre au patient, ce n'est pas quelque chose que moi je peux interpréter, ok, qui est chargé en signification et signification affective et qui surprend le patient. Ça n'est pas ce à quoi il s'attendait, ça n'est pas la construction, la représentation de quelque chose d'attendu, c'est quelque chose de nouveau. Donc, vous retrouvez ici la description, donc c'est spontané, hallucinatoire, et ce serpent, il le voit, hein, il voit son mouvement, c'est cinématique et scénarisé, il le voit évoluer, hein, et tourner devant lui. Il n'a pas d'action là-dessus, il découvre, d'accord, et il observe, ça ne lui a pris aucun effort, il n'y a pas d'induction d'ailleurs particulière, il est très surpris, ok. Et le sens symbolique, c'est-à-dire que cette image vient se lier à quelque chose qu'il connaît, ce comportement, comme je disais, enfin, cette recherche de performance. Cette image symbolise celui, le symbole, c'est ce qui relie deux choses, hein, dans l'étymologie grecque. C'était ce que les tablettes d'argile qu'utilisaient pour signer les contrats, par exemple, on divisait en deux, on l'a déchiré, et donc seules ces deux parties-là pouvaient rétablir la continuité de la pièce. La pièce était le symbole. Euh, donc le symbole, c'est ce qui réunit deux choses. Donc là, en l'occurrence, cette image-là réunit le sentiment et la conviction que c'est inutile et que c'est insensé avec le comportement de recherche de performance. Ça n'est pas symbolique au sens d'une connaissance cachée, c'est symbolique au sens de ça rattache deux choses, une connue et une inconnue. Alors du coup, quand on parle de ça, de l'imagerie, évidemment, le processus qui est en cours là, qui fait que le patient a ces images, c'est l'imagination. Ok. L'imagination, dans notre culture, c'est quelque chose qui est extrêmement méconnu et extrêmement dénigré. Alors, dans notre culture, ça commence avec Platon, hein, donc c'est assez tard, enfin assez tôt. Et donc, si vous voulez, là, vous avez la description très emblématique des conceptions sur l'imagination par Pascal. Donc, c'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Cette superbe puissance ennemie de la raison qui se plaît à la contrôler et la dominer. Euh, donc, toutes les manifestations de l'imagination sont réprimées dans notre culture. Et en tant que psychiatre, quelqu'un qui vient et qui a des hallucinations et qui commence à dire qu'il y a un serpent qui veut sa mort, honnêtement, soit c'est moi qui l'ai créé, enfin qui ai participé à ça, soit il faut qu'on discute un long moment. Alors, quel est le rapport entre serpent et oiseau? L'oiseau, c'est un test. Le serpent, c'est une anecdote, hein. Il n'y a pas trop de rapport, si ce n'est que les serpents mangent les oiseaux, et parfois l'inverse. Donc, quand on parle d'imagination, il faut faire une division et une séparation radicale entre d'un côté l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice. L'imagination reproductrice, c'est la mémoire, c'est la visualisation. D'accord? Et là, il vous donne un exemple qui est tout à fait clair, c'est voir dans le sable le dessin d'un visage. On plaque une forme d'un qui n'a rien à voir avec elle. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'on s'attend à voir. Il n'y a aucune information nouvelle. On est typiquement là dans le processus de visualisation. La seconde, l'imagination créatrice, invite à l'inverse à se laisser porter par un élément pour bâtir tout autour un univers qui lui est intrinsèquement lié. Et là, il y a création de nouveau. Et c'est de l'imagination créatrice dont on parle quand on parle de l'imagerie. Donc, il faut mettre le patient dans cet état d'activer son imagination créatrice de manière à ce que l'imagerie se développe et qu'il puisse accéder à son problème d'une manière qui est originale. Ok. L'imagination reproductrice, donc je dis c'est la mémoire, donc ça vient du latin imaginatio, et ça veut dire l'image, dans le sens de la copie, le simulacre, c'était l'expression qu'utilisait Platon par rapport à l'image, et c'est de là que vient toute la mauvaise réputation de l'imagination. L'imagination créatrice, ça vient en fait de la conception d'Aristote. Aristote était l'élève de Platon. Il a écrit, lui, a travaillé sur l'imagination. Platon ne l'a que dénigré. Et donc, ça vient de fantasia. Fantasia, la racine, c'est pharos, c'est-à-dire la lumière, le phare. Ça a donné fantasie, en anglais, fantasy en français, fantasme, fantôme, mais c'est aussi épiphanie, l'intuition. Euh, donc,
Là, l'imagination créatrice, vous voyez, c'est ce qui illumine, ce qui révèle, ce qui amène une intuition sur les choses, ce qui amène à voir les choses d'une manière nouvelle. Donc, vous voyez, on retrouve bien précisément la division entre d'un côté la visualisation, qui n'est qu'une copie et qui trompe, parce qu'en fait, elle est reconstruite à la volée, et Alors, c'est l'imagination la mort. créatrice et l'imagerie, qui révèlent quelque chose de nouveau. Ouais, c'est elle. C'est elle? Ouais. Mais pourquoi c'était changé en squelette? Est-ce que ça représente la mort? Alors. Des questions. Les symboles ne peuvent pas être interprétés, c'est des symboles qui lui sont propres. Ça lui parle à lui. Donc le serpent n'est pas la mort en général, comme un cigare n'est pas un phallus Quoi? en Et général. qui peut contrôler le camp? Ceux qui ont suffisamment de puissance. Qui? Thanos. Ou Harlock aussi. Galactus? Peut-être. Tiens. Alors, Flo, est-ce que vous pouvez arrêter votre micro? Merci. Ouais. Donc, deux, on va dire, fonctions pour le moment, l'imagination reproductrice, la mémoire, et qui donne lieu à la visualisation. Et comme je vous ai dit, c'est elle qui est trompeuse parce que en fait, elle est reconstruite à la volée, elle n'a aucune solidité, aucun ancrage, hein, et que vous ne pouvez pas vous rendre compte que ça a été changé. Quant à l'imagination créatrice, elle illumine et elle crée du sens sur quelque chose que vous ne connaissez pas avant ça, a priori. D'accord. Donc, et l'imagination créatrice, là, c'est bien ce qu'on observe quand on fait des IRM avec des patients qui sont hypnotisés et qui sont sous le coup d'une suggestion. C'est bien une activité de perception. D'accord? Et une perception à ce moment-là, au lieu d'être une activité de reconstruction à partir d'une conception passée. Si l'imagination euh, reproductrice est une fonction de la conscience, elle fait partie de la mémoire autobiographique, l'image créatrice, l'imagination créatrice, elle est un état de la conscience. Ce que vous observez, c'est le patient qui est en train de penser. D'accord? C'est la conscience imageante. C'est le patient qui pense, mais il pense en image au lieu de penser de manière verbale. D'accord. Donc, d'un côté, quelque chose qui est une fonction de la conscience, c'est pour ça que ça nécessite un effort, c'est pour ça qu'on ne trouve que ce qui est dans la conscience, et de l'autre, un état de la conscience avec la conscience qui est en train de produire de la connaissance, mais qui produit la connaissance d'une manière image. Ok. Alors, comment on active ça? Alors, ça n'a pas de complications possibles. Le truc, c'est une fonction normale, enfin, c'est un état normal de l'esprit. Alors, on va retrouver Bernheim, mais on va retrouver aussi chez Janet, chez d'autres. Pour que l'idée devienne spontanément acte, pour que l'image sensorielle qu'elle évoque devienne réelle, c'est-à-dire hallucinatoire, vous voyez qu'il confondait à ce moment-là imagerie et visualisation, il faut un état d'âme spécial, et cet état consiste précisément dans la diminution du contrôle cérébral. C'est à partir de là que le problème va se poser, puisqu'ils vont considérer, les hypnotistes de l'époque vont considérer que c'est le sommeil qui diminue le contrôle cérébral. Alors qu'on va voir que ça n'est pas du tout nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des inductions léthargiques et des patients somnolents, alors que vous allez voir, il est très facile de déclencher l'imagination créatrice et qui n'est pas nécessaire, donc c'est-à-dire la transe somnambulique, et qui n'est pas nécessaire de passer par la phase léthargique. Alors, on commence à avoir des connaissances un petit peu, on commence sur ce qui soutient les bases neurophysiologiques de la conscience. Et donc, en particulier, on va parler de réseaux qui s'étendent, en l'occurrence, dans la partie antérieure du cerveau, et qui vont réunir des nœuds fonctionnels de manière à pouvoir avoir une activité. Alors, vous avez le CEM, qui est le centre, le réseau central exécutif, c'est-à-dire celui qui organise et qui surveille l'activité, le réseau de science, qui est attentif aux informations extérieures, et le DMN, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué DMN, qui est le réseau par défaut, parce que c'est le réseau qui s'active et qui est activé lorsqu'on ne fait rien de particulier.
Le réseau de Science et le réseau par défaut sont anticorrélés. Ça veut dire que quand l'un est activé, l'autre est au silence et inversement. C'est une expérience que vous connaissez. Si vous êtes très concentré sur quelque chose, vous ne pensez plus. Et si vous pensez, vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Et de- Les études actuelles, il y a eu plusieurs générations d'études pour arriver à savoir ce que c'était que l'induction, mettent en évidence, pour le moment, que l'induction correspond en fait à une activation du réseau de Science. Alors, vous connaissez donc la focalisation de l'attention pour induire une transe, mais aussi les inductions réflexes. Ils vont utiliser la surprise, c'est-à-dire l'attention réflexe. Donc, on va solliciter le réseau de Science, ce qui met en silence le réseau par défaut, ce qui se traduit par un arrêt de l'activité mentale. Le réseau par défaut, son activité, c'est la pensée auto-centrée, c'est la pensée sur moi dans le passé, j'aurais dû, j'aurais pas dû, sur moi dans le futur, il faudrait que, patati patata. C'est aussi la théorie de l'esprit, c'est-à-dire les représentations des autres. Donc, quand on fait rien de particulier, on est perdu dans ces pensées-là à propos de soi, du passé, du futur. Dès que on va solliciter l'attention de manière soit volontaire, c'est-à-dire on demande au patient de se concentrer sur quelque chose, soit par surprise, avec une induction, une rupture de pattern, par exemple, à ce moment-là, le réseau de science prend le pas et met au silence le réseau par défaut. Euh, d'accord, donc, comme je vous disais, le réseau par défaut est le réseau. Il est actif lorsqu'on ne fait rien de particulier et on considère que c'est lui qui en fait consolide les croyances qu'on a sur nous et toutes les expériences qu'on a. Le réseau par défaut commence à devenir vraiment efficace à partir de l'âge de 7 ou 8 ans. Et toutes les croyances et les pensées, les cognitions, par exemple, qui sont là et qui sont impliquées dans la visualisation, vraisemblablement, elles sont maintenues et assurées par le réseau par défaut. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, vous avez de plus en plus d'expériences, mais qui vont vous rigidifier. Et lui, alors, il est possible qu'il le fasse dans le sommeil, pendant le sommeil paradoxal, on n'est pas encore très très sûr. Mais une des fonctions du réseau par défaut serait de consolider votre self, la personnalité, en activant sans cesse les croyances et les souvenirs, et les reconstruisant sans cesse. Ok. Donc, cette activité mentale tournée sur soi. Ok. Donc, comme je disais, l'induction hypnotique correspond à un engagement du réseau de science, celui qui est opposé au réseau par défaut, hein, qui est le réseau de l'attention. Ok. Et donc, on sait maintenant qu'un patient hypnotisé n'est pas un patient du tout endormi, comme pouvait le penser ou le souhaiter Bernheim et les hypnotistes de l'époque, mais un patient qui est très attentif. D'accord. Sa concentration est très focalisée. Ça, on retrouve les idées de Bredd, hein, de focaliser l'attention sur quelque chose qui n'est pas intéressant en soi, mais de focaliser l'attention. Ok. On met en lien aussi, c'est bien l'inhibition du réseau par défaut qui est corrélée avec cette non-volontarité, c'est-à-dire cet élément caractéristique de l'hypnose, le fait de la perte du contrôle volontaire des choses qu'on appelle la dissociation, qu'on appelle l'effet de suggestion. Ok. Et d'ailleurs, plus le réseau par défaut est inhibé, plus la transe est profonde. Et on peut utiliser des techniques aussi de stimulation magnétique transcrânienne pour inhiber des nœuds principaux du réseau par défaut. Et on obtient une augmentation de la suggestibilité. Alors l'augmentation est faible parce qu'on n'a pas les techniques pour pouvoir inhiber complètement le réseau par défaut. C'est bien plus facile de faire une rupture de pattern d'ailleurs. Mais le lien est là. Ok. Donc, comme je disais, engager un réseau de science pour mettre en silence le réseau par défaut consiste à focaliser l'attention de manière volontaire. On demande aux patients de focaliser son attention sur un point, sur quelque chose. Donc, ça peut être sur un élément extérieur, mais ça peut être aussi sur un ressenti ou involontaire avec une rupture de pattern. Et on utilise aussi la somnolence. Parce que l'hypnagogie va aussi entraîner une mise au repos du réseau de science. Alors, actuellement, il y a beaucoup de recherches pour savoir si le réseau de science, pardon, le réseau par défaut est actif ou non dans le rêve. C'est encore un peu partagé. C'est difficile de mettre quelqu'un toute la nuit dans une IRM fonctionnelle, ça fait un bruit insensé, euh, en normal. Donc, je ne crois pas qu'il y ait encore d'enregistrement de sommeil qui puisse corréler l'EEG, c'est-à-dire les stades du sommeil, avec l'IRM, c'est-à-dire le fonctionnement des réseaux. IRM fonctionnel, mais on attend. Donc, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on sollicite l'attention du patient de manière massive,
on va obtenir une inhibition du réseau par défaut qui se trouve dans la partie médio-frontale, la partie avancée du cerveau. C'est la partie, donc je dis, qui pense à soi, qui stabilise notre conception sur nous, et c'est la partie aussi qui est responsable de la métacognition, c'est-à-dire de la perception et du contrôle de ce qu'on fait. Le fait d'entraîner l'arrêt du réseau par défaut va entraîner une série de symptômes, donc, qui sont par exemple, puisque vous êtes helmanien pour la plupart d'entre vous, la perte du sens critique, et ça va libérer une autre activité qui est l'activité onirique, qui elle est contrôlée normalement à l'état de veille. D'accord. Donc là, on est sur la théorie de la dissolution et pas de la dissociation. C'est-à-dire que c'est la partie qui contrôle lorsqu'elle est inhibée va entraîner des symptômes négatifs, la perte de l'action de cette partie-là, et va entraîner des symptômes positifs qui correspondent à la libération des parties qui étaient contrôlées par la partie inhibitrice. Donc la libération, c'est le côté onirique, c'est-à-dire l'imagerie. Ok. Parce que, à la différence de tout à l'heure où je vous montrais que la visualisation partait enfin, trouvait son origine à partir des cortex sensoriels, c'est-à-dire des cortex postérieurs, cortex visuel, aire motrice M1 ou aire auditive grec. Là, les mécanismes et les zones qui sont en rapport avec le rêve sont, elles, des structures très antérieures, très donc impliquées dans le contrôle. Le cerveau a des polarités, c'est-à-dire que la partie antérieure contrôle et inhibe, la partie postérieure est la partie sensorimotrice, la partie supérieure est la partie qui va être, on va dire, une activité contrôlée, la partie inférieure est une partie réactive avec les automatismes, la partie gauche est une partie qui est plutôt langagière, rationnelle, tout ça, et la partie droite est une partie qui est plutôt holistique, globale, artistique. Voilà. Et évidemment, tout ça fonctionne ensemble. Donc là, on est sur des mécanismes de la polarité antérieure, c'est-à-dire du contrôle, au détriment de la visualisation, qui était sur des mécanismes, des zones de la polarité postérieure, c'est-à-dire du ressenti. Donc, l'induction hypnotique de quelqu'un, et en particulier l'induction somnambulique, d'une transe somnambulique, c'est une induction qui va focaliser l'attention du patient de manière à mettre au repos le réseau par défaut, qui est dans la partie médio-centrale du cerveau, et qui contrôle aussi, vous avez là aussi les zones qui contrôlent le rêve. Le fait de mettre sous silence la partie du réseau par défaut va désinhiber la partie onirique. C'est-à-dire que là, le patient, lui, va continuer à réfléchir, à penser, mais il ne va plus réfléchir de manière langagière, il va réfléchir en termes d'image, de rêve. Alors, ce n'est pas le rêve hypnique. Le rêve de nuit, le rêve profond, est un rêve qui est assez peu sensible au contexte et à la personnalité, à la différence du rêve hypnagogique, c'est-à-dire du rêve qui apparaît dans les premières secondes ou minutes, dès que vous commencez à vous assoupir un petit peu. Vous avez ici les caractéristiques du rêve. Donc, vous retrouvez le côté hallucinatoire, évidemment. La conviction délirante, c'est qu'il n'y a pas de métacognition dans le rêve. Vous pouvez réfléchir à prendre des décisions dans le rêve, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous rêvez, à moins que le DLPFC, enfin notre zone du cerveau, soit activée. Et c'est un rêve lucide. La bizarrerie, donc cette diminution de la conscience autoréflexive, qui est typique de la mise en repos du réseau par défaut. Cette désorientation temporelle, vous pouvez être dans le passé, vous pouvez être dans le futur. On retrouve, ce qui est typique de l'imagerie, là aussi, la structure narrative. Frédéric Myers, un Anglais 19e siècle, qui est un contemporain de Janet, de Binet, de Bernheim et tout le monde, parlait de la fonction mythopoïétique de l'inconscient. Alors l'inconscient est en fait la conscience normale, vous et moi, mais fonctionnant dans un système imagé et non plus avec un système langagier. Donc on va retrouver cette structure narrative, l'intensification des émotions. Le comportement instinctif, ça va être tout ce qu'on va utiliser pour les suggestions motrices, par exemple, et cette diminution de la volition qui a toujours été observée, que vous connaissez bien avec un patient qui est en hypnose, à savoir qu'il devient plus soumis et qu'il va faire les choses qu'on lui demande de faire jusqu'à un certain point. Donc, on va retrouver dans le rêve les caractéristiques précises de l'imagerie mentale. L'imagerie est déclenchée par la focalisation de l'attention.
Et il n'est pas besoin, par rapport au rêve, d'avoir une somnolence importante. En fait, le sommeil de stade 1, c'est le premier stade de l'endormissement. C'est vraiment quand vous êtes encore conscient de l'environnement et que vous êtes juste en train de glisser dans le sommeil. Et déjà là, quand on réveille les patients, enfin quand on sort les patients de ce sommeil, 80-90% du temps, on a déjà des récits de rêve. D'accord. Donc, très vite, comme je disais, il suffit de focaliser l'attention ou d'induire une relaxation et un début d'hypnagogie pour accéder à ce fonctionnement imagé, à cette conscience imageante, euh, comme disait ça. Ok. Alors, le lien se fait dans l'autre sens. Les personnes qui ont accès facilement à cette conscience imageante, qui vivent des expériences oniriques à l'état de veille, que nous, en psychiatrie, on appelle les schizotypes, rien à voir avec les schizophrènes. C'est les gens un peu perchés, qui ont accès à des dimensions, des sensations, des énergies, voilà, et qui le vivent, hein, qui le ressentent de manière hallucinatoire, sans être psychotiques, c'est-à-dire sans avoir de désorganisation de leur pensée. Ou les patients qui ont des rêves vifs, c'est ce que Barber appelait les fantasy prone, les patients, les personnes ayant un accès à la fantaisie, et vous retrouvez là bien l'imagerie la ressource, la fantasia, l'imagination créatrice. Donc les patients qui ont accès à ça facilement sont aussi des patients qui sont très dissociés, c'est-à-dire très hypnotisables. Ce sont les high, en tout cas une sous-population des high. Bachelard, qui est un philosophe français qui a beaucoup travaillé sur l'imagination, disait d'ailleurs que l'image, et c'est l'instance première de la pensée. C'est aussi ce que disait Freud en parlant de processus primaires et des processus secondaires, en pensant que l'inconscient était caractérisé par ce fonctionnement imagé et symbolique. Donc, si on résume, l'imagination créatrice, c'est une activité de la conscience, c'est la conscience, mais dégagée de l'activité du réseau par défaut, de l'activité langagière et de ce rappel, de ce carcan des croyances, des expériences que l'on a et qui est notre mémoire autobiographique, la base du self. Donc là, on dégage la croyance de ce carcan et quelque chose de nouveau peut se manifester et le fonctionnement de cette conscience, de la conscience dans cet état est un fonctionnement imagé, c'est-à-dire la pensée primordiale. Nous ne sommes pas nés avec le langage est un outil pour la pensée, comme le couteau est un outil pour la main. Hein. Et le patient est en train de percevoir son problème, c'est-à-dire qu'on oriente son attention sur ce qui se passe, et il le perçoit enfin, et il le perçoit dégagé des conceptions qu'il avait avant, et il le perçoit d'une manière qui est imagée. Et cette image-là, elle est porteuse de sens puisqu'elle est le résultat d'une activité mentale. Alors, on va demander donc ok, de porter son attention sur le problème, les sensations liées au problème, et ça va être par exemple le niveau 2 du training autogène de Schulz, c'est le focusing de Genly, donc qui est aussi une neurothérapie plus récente, c'est basique. Le clean language de David Grove, que j'utilise beaucoup, va être ça, c'est-à-dire focaliser l'attention du patient de manière à mettre au repos le réseau par défaut, accéder à cette imagerie, à la transe somnambulique, hein, et l'amener à ce moment-là à concevoir d'une manière différente son problème. C'est aussi l'imagination active. Là, c'était la technique qui avait été mise au point par Jung. Euh, c'est le rêve éveillé dirigé, évidemment, de Dessoy. C'est guidé l'affective imagerie de Lenner. On va retrouver toute une filiation de techniques qui sont très similaires, qui consistent à focaliser l'attention du patient sur des sensations ou une image, un rêve, et à ce moment-là, le laisser élaborer à partir de ça. Le thérapeute, et faisant très attention à ne pas l'amener à visualiser, c'est-à-dire ne pas mettre en place, ne pas intervenir, ne pas être intrusif, de manière à ne pas altérer le processus en cours. Alors, est-ce que c'est de l'hypnose? Alors, moi, je dirais que oui, et c'est de la meilleure. Hein, c'est de l'hypnose somnambulique, mais ça n'est pas l'hypnose bernalienne, celle qui s'est développée depuis Bernheim, qui est plutôt de l'influence. Ouais. Et si on revient à Faria, il n'y a pas beaucoup de grands théoriciens de l'hypnose, Faria en est un des plus grands. Euh, il va vous dire, donc lui, il a parlé de sommeil lucide, et il vous dit bien que le sommeil lucide, c'est le terme qu'il utilisait pour le somnambulisme, et il l'a choisi précisément pour faire la distinction entre le somnambulisme euh, parasomniaque, c'est-à-dire la pathologie du sommeil où les enfants bougent et se lèvent, okay,
Donc, il va parler de sommeil lucide. Et il dit bien, ça n'est qu'un état de songe, et conséquemment, il se fait connaître pour ce qu'il est à toute personne qui est susceptible de songer. Accessoirement, il n'y a pas de résistance quand on utilise les, euh, les onirothérapies. Il n'y a pas de résistance parce qu'on n'impose pas quelque chose, parce qu'on ne manipule pas l'expérience du patient. Le levier, c'est découvrir, euh, se découvrir soi-même. Et c'est se découvrir dans un langage qui n'est pas compréhensible forcément par le thérapeute. Donc l'intimité est respectée. Euh, et donc, voilà. Et il décrivait ce que c'est que la lucidité. Donc, il parlait de l'intuition. L'intuition, c'est le fait d'halluciner. Et il dit bien les cinq sens, et sans entrave de distance et de temps, c'est d'halluciner et d'imaginer tout ce que l'on veut. Donc, l'intuition, c'est le vécu hallucinatoire, hein, donc des images. Ok. Et la lucidité, c'est le fait de raisonner à partir de ces images. C'est-à-dire vraiment l'activité cognitive, une activité réfléchie, mais une activité imagée. Je vais vous redonner un exemple. Par exemple, j'ai une patiente qui est venue consulter pour dépression, mais en fait, c'est une patiente qui était malheureuse. C'est une patiente qui avait été élevée par un père très autoritaire. Elle n'avait pas fait le choix de rien choisi en fait, pas fait le choix de sa formation, pas fait le choix de sa carrière. Dans sa carrière, elle se retrouvait à un poste subalterne dans l'entreprise où elle était, malgré ses diplômes et ses compétences. Euh, et elle venait parce qu'elle se sentait mal, hypnotisée, enfin hypnotisée, dans cet état de conscience imageante. Elle se vit dans une caverne, ok, et le sens que ça a pour elle et qui s'impose à elle, ce n'est pas quelque chose qu'elle réfléchit après, c'est sur le moment, elle est dans cette caverne et il y a pas, elle ne sait pas où elle est. Ok. Ça évolue, comme je vous dis, c'est scénarisé et il y a une évolution et elle assiste à cette évolution. Ok. Et donc elle se retrouve dans une prairie, mais elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle trouve un chemin, mais elle ne sait pas de quel côté aller. D'accord. Là, ce que vous constatez, c'est que c'est le même symbole. Elle est en train de dire et de vivre la même chose. Elle est en train de réfléchir à son problème. Et puis, elle prend le chemin, et à un moment, elle s'arrête, et elle est sidérée. La patiente est surprise, parce que le chemin se divise, et là, elle dit, et c'est une surprise pour elle, c'est une épiphanie, une intuition, elle réalise qu'elle a le choix. Le concept qui lui manquait, ce qu'elle n'a jamais eu, parce elle n'avait pas de mots pour ça, et elle était dans ce carcan des souvenirs et du self, avec cette notion qui était absente. Là, dégagée de ce carcan de l'activité du DMN, euh, elle est capable de réaliser qu'elle a le choix. Quelque chose que moi, je n'aurais pas pu lui apprendre, parce que si je lui avais dit qu'elle avait le choix, ou si je l'avais forcée à choisir, évidemment, elle n'aurait pas eu le choix, et c'était comme d'habitude. Donc là, vous voyez une application en l'occurrence là, c'est le clean language, mais de l'intérêt d'accéder à la conscience imageante, à l'imagination créatrice, de se dégager du carcan des connaissances accumulées dans le temps, ok, et donc d'éviter la visualisation de manière à ce que la conscience imageante, pardon, puisse réfléchir au problème, d'accord, et elle le fait dans le langage primordial de la pensée qui est l'image. Alors, vous avez des conceptions extrêmement intéressantes, et je terminerai là-dessus, c'est celle de Julian Jens, qui s'est basée sur une conception très provocatrice, mais qui a le mérite de faire réfléchir, sur la littérature antique, de la Grèce antique, mais aussi mésopotamienne, mais aussi égyptienne, mais aussi inca, et qui il dit que dans ces littératures, le héros est un héros qui n'est pas acteur de son histoire, qui n'est pas l'agent de son histoire. C'est-à-dire que par exemple, Athéna met la colère dans son cœur, Zeus arme son bras, et ainsi de suite. Donc, il décrit des gens qui présentent une altération de l'agentivité, des gens qui vont halluciner la présence de Dieu et de demi-dieux un petit peu partout. Voilà. Donc, il explique que pour lui, ça n'est pas une licence poétique, ce n'est pas un truc, c'est la description réelle de l'expérience de ces anciens, à savoir qu'ils avaient un fonctionnement, alors nous parlerions de fonctionnement dissociatif, mais alors en fait que c'est nous qui sommes dissociés, c'est-à-dire qu'ils avaient accès à l'imagination créatrice librement,
ou peut-être en cas de stress, c'est l'hypothèse de Julian Jens, mais les patients que j'ai font librement accès à l'imagination créatrice. Ok. Et ça leur permettait d'avoir accès à une pensée plus riche, mais qui se manifestait sous la forme d'une intervention de quelque chose d'extérieur, qui était ressenti comme extérieur, avec cette altération de la gentilité, mais qui est des sources de création, de motivation. Et que donc, lorsque ça s'est effondré pour des raisons sociales, à ce moment-là, nous avons vu apparaître notre type de conscience à nous, qui est une conscience très rationnelle, très langagière, très maîtrisée, où l'imagination créatrice est absente. Pour donner une idée de ce que ça peut être, Socrate avait un démon, c'est comme ça qu'il l'appelait, démon, c'était l'époque pré-chrétienne, ça n'a rien à voir avec la notion de diable, mais c'était une voix qui lui parlait, qui l'informait, qui lui apprenait des choses nouvelles, qui lui donnait des informations sur les autres et qui l'écoutait. Une hallucination. D'accord. Euh, Socrate, à notre connaissance, même avec beaucoup, beaucoup d'énergie, n'était pas schizophrène ni psychotique. Donc, peut-être que le fonctionnement normal est un fonctionnement où l'imagination créatrice retrouve sa place, c'est-à-dire en fait ce que nous appelons la transe somnambulique retrouve sa place et que le fonctionnement normal, et peut-être en tout cas celui-là, est un fonctionnement où chacun est libre d'aller de la part la plus rationnelle à la part la plus onirique du fonctionnement de l'esprit, de manière à pouvoir se récréer, se réinventer lorsque c'est nécessaire. Et la thérapie, les onirothérapies, et peut-être que vous pourrez répondre à la question de savoir est-ce que l'hypnose est une onirothérapie, c'est dégager le patient du carcan de la mémoire, de manière à ce qu'il puisse penser son problème d'une manière originale et différente, et c'est une manière qui est imagée. Tout à l'heure, j'ai travaillé avec une patiente obsessionnelle, gravement obsessionnelle, puisqu'on est allé jusqu'à enfin, avant que la voie elle a été implantée, c'est-à-dire que les médicaments ont tous été en échec, la thérapie comportementale était en échec. On est allé jusqu'à l'implantation d'électrodes de stimulation profonde dans les noyaux subthalamiques, ça n'a pas marché non plus. Et donc, c'est une patiente qui, par exemple, là, quand je l'ai orienté sur son problème et tout ça, a commencé à ressentir un, voyons voir, un tourbillon, une tornade dans la poitrine qui s'est élevée, tornade qui a brûlé et toute la partie supérieure du corps était brûlante. Et donc il fallait, elle a vu après un lavabo, de l'eau, et ça l'a apaisé, c'est l'odeur du savon. Alors, c'est une patiente qui a un TOC, c'est une laveuse, hein, donc c'est une patiente qui lave H24. Donc là, on voit bien la représentation du TOC. Et puis, elle a découvert, au niveau du nombril, quelque chose qui lui est apparu et qui s'est manifesté comme étant une bonde, comme au fond d'un lavabo. Mais une bonde qui ouvrait sur quelque chose de sale, un tuyau qui était sale, dans lequel le tourbillon, le tox, si vous voulez, a pu être absorbé, disparu, mettre un bouchon dessus. Ok. Alors ça, ce n'est pas moi qui le crée, on n'est pas en train de truc, c'est les images qui apparaissent à elle. Et suite à ça, elle a vu arriver un- un requin à la gueule ouverte qui l'a attaqué, qui l'a mangé. Il a fallu qu'elle le laisse manger, euh, puisqu'il y avait à côté d'elle quelqu'un qui lui a dit que ben, le requin avait faim et que c'était normal qu'il mange. Ce qui a entraîné après l'apparition d'un grand état de calme et de calme et d'apaisement. La mer est devenue calme, le requin est parti. Et c'est une patiente qui a énormément de mal à faire de l'exposition. L'exposition pour un patient obsessionnel consiste à se livrer à l'obsession, tolérer l'obsession, qu'il vive comme étant les prémices de la folie. Donc, tolérer cette obsession qui fait si peur et la sensation qui va avec, de manière à ce que l'accalmie se fasse, l'habituation se fasse et que ça entraîne l'accalmie et ça permet de guérir. Chose que tout le monde lui a expliqué, tous les thérapeutes lui ont expliqué de long en large, et que là, elle présente et qu'elle l'incarne. Cette patiente s'est sentie à ce moment-là très apaisée, alors que c'est vraiment un état émotionnel qu'elle ne connaît pas ou qu'elle connaît peu. Elle est tout le temps dans le contrôle, la maîtrise et l'épuisement du fait de ce que ça rend. Donc, ça vous montre un petit peu ce que c'est-à-dire permettre aux patients d'accéder à ce fonctionnement imagé, de la conscience imageante, qui n'a rien à voir avec la visualisation,
et dans cet état-là, lui permettre de reconceptualiser, d'accéder à son problème ou à quelque chose, et d'une manière qui soit créatrice, non limitée par le langage et la mémoire. Voilà. Si vous voulez voir d'autres choses comme ça, j'ai un site, un blog là, où j'ai mis des cas, où je parle un petit peu, si ça peut vous intéresser. Allez. Et voilà, c'est qui termine mon intervention. J'espère que tout le monde a suivi et que vous avez trouvé un intérêt à tout ce que j'ai pu dire. Très bien, Christophe, je te remercie. Merci beaucoup pour le contenu. Le contenu, évidemment, on n'en doutait pas. En même temps, les références, et puis j'aime bien, évidemment, comme l'a écrit Antoine Bioc, tous les champs que tu arrives à relier et les ponts que tu arrives à faire entre les différentes Alors, approches, qu'elles soient à la fois cliniques, théoriques et en même temps historiques. mhm. Hmm. Alors, je ne pouvais pas lire voilà, je suis en train de regarder le chat parce que j'ai deux écrans et que. Et voilà. OK. Donc, très bien. Donc, si ça vous intéresse, des questions que vous voudriez poser. Alors, je suis en train de lire, peut-être. Alors, certains monologues à voix haute à cause d'une hallucination, est-ce une diminution du contrôle cérébral? Alors, les hallucinations pathologiques qu'on va voir chez les schizophrènes, on ne sait pas trop. Euh, Certains monologues à voix haute. Donc là, ceux qui monologuent à voix haute, non, là, ils sont en train de parler et de penser à propos d'eux, de leur passé, de ce qu'ils auraient dû faire. On est typiquement dans là l'activité du réseau par défaut, c'est-à-dire vraiment la conscience la plus, on va dire, rationnelle, celle qui vient rigidifier. Donc, on n'est pas dans une diminution du contrôle cérébral, on est typiquement là dans pardon, s'il n'y a pas d'hallucination, si c'est vous qui êtes en train de parler, j'aurais dû dire, j'aurais pas dû dire, mais pourquoi j'ai dit ça, mais pourquoi il fait ça, là on est vraiment dans l'activité du réseau par défaut. Pour ce qui est des hallucinations, pour le moment, on a encore beaucoup de mal à concevoir et bien préciser les hallucinations pour une raison qui est peut-être un peu particulière, savoir que on commence à faire la différence. Comment vous dire? Quand le Breuer a établi le diagnostic de schizophrénie. La schizophrénie est un nom euh, théorique, c'est-à-dire que c'est basé sur la théorie de Breuer. Breuer était à ce moment-là était avec Freud, que l'esprit est divisé. C'est ce que veut dire schizophrénie. Ok. Avant ça, la schizophrénie était la démence précoce, qui est un nom descriptif et qui dit bien ce que c'est que la schizophrénie. C'est une maladie au long cours et qui commence vers plutôt 15 ans, ou après, mais plutôt autour de la vingtaine, et qui entraîne une destruction complète du psychisme du malade. Euh, donc, à partir du moment où Bleuler a développé le concept de schizophrénie et en disant qu'il y avait un automatisme, avec des hallucinations en les mettant en évidence. Les hystériques, c'est-à-dire les patients souffrant de troubles dissociatifs, ont disparu. En particulier les hystériques ayant une symptomatologie psychologique, les hallucinations. On s'est aperçu récemment, d'ailleurs, ça a à voir avec le livre de Julian Jens, un psychiatre hollandais, Dr. Rom, a vu arriver une patiente qui est considérée comme psychotique. Il lui a dit qu'elle n'était pas psychotique, elle était une grecque antique, parce que oui, elle entendait des voix, mais comme les Grecs dans l'Odyssée, et qu'elle n'avait pas de signe de destruction, hein, il n'y avait pas justement de démence. Et Rome a été très intéressé, il a fait passer une annonce dans un journal pour demander aux gens qui entendaient des voix de bien vouloir venir. Son idée était de créer un groupe de parole et de soutien pour les patients présentant des hallucinations chroniques qui répondent peu au traitement euh, et leur donner un espace de parole parce que les patients avaient bien compris que s'ils parlent d'hallucinations à leur psychiatre, ça se termine par une augmentation des traitements et une hospitalisation, et s'ils parlent d'hallucinations à leur famille, ils se font rejeter. Et Rome a vu apparaître, et c'est les chiffres qui après se sont confirmés, pour un patient schizophrène, 10 patients, 10 personnes hallucinées chroniques, mais non psychotiques, c'est-à-dire pas de phénomène de destruction. Et ces patients-là sont des patients en fait, qui vraisemblablement ont des troubles dissociatifs. Ce sont ces personnes-là, et elle avait raison, qui accèdent à l'imagination créatrice librement, alors volontairement ou involontairement. Et donc, quand on fait des études, on a beaucoup de mal parce qu'on mélange vraisemblablement des populations hétérogènes sous le nom de patients psychotiques avec, je pense que c'est un peu, enfin bref, une partie de patients qui ont des troubles dissociatifs, en fait, mais qui présentent des hallucinations et des idées bizarres.
comme des patients schizophrènes sans la destruction. Donc, toutes les études actuellement sur la schizophrénie posent problème parce que la schizophrénie est hétérogène et que les hallucinations ne sont pas forcément pathologiques. Parce qu'on est arrivé à concevoir maintenant, le diagnostic de schizophrénie n'est plus fait, il ne devrait plus être fait sur les hallucinations maintenant. Oui, hein, on va tous avoir une longue discussion à propos de cette remarque sur les hallucinations. Donc voilà. D'autres questions que vous voudriez poser? Oui, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Vas-y, Nancy. Merci, mesdames, attendez, je peux essayer quand même d'être visible. Là. Mais ce que je voulais Bonsoir. vous demander, j'ai vraiment apprécié énormément, merci beaucoup. Et si cette conscience imaginante n'est pas un peu le moteur des artistes, des peintres, même, mais peut-être même plus que des peintres, parce que je me rappelle Edgar Morin qui a écrit la méthode un peu dans une transe où il était dicté par, voilà, donc c'était ma demande. Alors absolument. Alors, comme je vous disais, dans notre culture, depuis Platon, hein, ça remonte un peu, l'imagination créatrice est considérée comme de la folie et elle est très crainte. Les seuls qui ont accès à l'imagination créatrice et qu'on n'enferme pas, c'est les grands mystiques, d'accord? Parce que quand, par exemple, Sainte Thérèse ou Thérèse d'Avila parle de saisissement et d'enlèvement, tout ça, elle parle en fait de cet accès à l'imagination créatrice. Donc les grands mystiques, mais eux, bon, ok, ils gênaient personne parce elles étaient dans leur couvent. Mais les grands scientifiques, Poincaré par exemple, mais aussi, comment il s'appelle, celui qui a découvert la structure du benzène, euh, voilà. Enfin, les grands scientifiques aussi accèdent à l'imagination créatrice, mais bon, c'est des génies, ils sont un peu bizarres, le rapport entre le génie et la folie fait que tout le monde s'en méfie un peu, et les artistes. Par contre, quand quelqu'un qui n'a pas cette étiquette-là, qui n'est pas un mystique, encore que, enfin, n'est pas un mystique, n'est pas un artiste ou n'est pas un grand scientifique, s'il commence à dire qu'il entend des voix, il aura du mal à convaincre qu'il est un nouveau Socrate et qu'il va bien. Il risque de se retrouver malheureusement en psychiatrie avec des traitements. Donc l'imagination créatrice est très réprimée dans notre culture et peut-être que j'espère que ça va changer. Mais elle est caractérisée par effectivement des vécus hallucinatoires, auditifs, visuels. Et c'est quelque chose qu'ont aussi beaucoup utilisé les surréalistes, hein, qui utilisaient les techniques d'induction et des produits d'ailleurs pour pouvoir accéder à l'imagination créatrice. Donc oui, les artistes sont très concernés par ça. Merci beaucoup. J'ai une question, Christophe. Euh, alors tout d'abord, non pas une question, mais un petit élément qui me semble intéressant à rapporter sur le plan historique, c'est l'un des grands disciples de Faria, ça a été Hénin de Cuvillaire. Et ça a été le tout premier en fait à donner une définition et à créer le mot hypnose en se basant en 1820 donc sur la racine grecque énypnion qui signifie songe pendant les rêves. Alors qu'ensuite Brede, 20 ans après, en 43, a donné Hypnos, dieu du sommeil. Et après, il s'est ravisé parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il appelait le sommeil nerveux n'était pas une bonne définition. Il a parlé de monoïdéisme. Et d'ailleurs, souvent, on oublie cette notion de monoïdéisme qui est passionnante. J'aimerais mettre en perspective ce que tu as dit par rapport aux travaux de Ainsley Meares, qui est assez peu connu en France, qui était un psychiatre un peu iconoclaste qui était australien et qui a fait énormément d'hypnose, mais surtout de trance, on va dire, somnambulique, parce qu'évidemment, il travaillait assez peu dans le sillage ericksonien, du fait de l'éloignement géographique. Mais surtout, il a voyagé en Inde, etc. Et son idée de l'hypnose et du somnambulisme, c'était vraiment ce qu'il a appelé le cerveau archaïque. C'est-à-dire, on s'adressait au cerveau qui produisait des sensations, des émotions et des images uniquement. Et il a beaucoup travaillé sur les dessins de ses patients. Voilà. Euh, alors, moi, la question qui m'intéresse, c'est, je sais que comme, on va dire, comme outil ou comme moyen d'accès au somnambulisme, tu l'as rappelé, il y a les inductions, etc. Il y a, bon, pas besoin de faire d'induction, hein, on peut faire du clean language aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais donner, par exemple, des éléments, on va dire peut-être plus concrets, techniques, par exemple, que tu pourrais utiliser comme
et quelles sont les questions que tu vas utiliser dans le clean, sans nous faire évidemment un, un développé complet sur le clean, premièrement. Et puis deuxièmement, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la psyché du patient. C'est un peu, grosso modo, lui-même qui va trouver à la fois la symbolique de son problème et en même temps la solution à la symbolique de son problème. Donc, ça sous-entendrait que dans la psyché, il y a une fonction, on va dire, régulatrice, qui serait positive, qui serait thérapeutique en soi. Est-ce que c'est quelque chose qui te semble totalement subjectif et dépendant de chaque patient, ou est-ce que tu penses que chaque patient a cette fonction biologique de la psyché qui lui permet, entre guillemets, de guérir et de trouver lui-même la solution à son problème? Ok. Alors, pour cette solution-là, si tu imagines que chacun possède en soi un guérisseur qui est capable de résoudre tous les problèmes, non, je ne pense pas. C'est-à-dire que au fur et à mesure que nous grandissons et que nous vieillissons et que nous faisons de plus en plus d'expériences, nous réduisons les possibles. C'est-à-dire que bah non, ça se fait pas, non, on peut pas penser ça, non, on peut pas dire ce genre de choses, et ainsi de suite. Et je vous dis, et c'est la fonction du PMN que de notre mémoire autobiographique de stocker toutes ces limites, ces croyances limitantes, si vous voulez, toutes ces pensées, toutes ces conceptions. Et c'est ce qui fait de vous bah, l'adulte que vous êtes. Maintenant, il peut y avoir soit des constructions qui sont malencontreuses, parce que les expériences de vie que vous avez eues posent problème, soit des choses qui étaient adaptées dans un contexte qui ne le sont plus dans un moment, sauf qu'on perd cette souplesse. D'accord? Tant qu'on est là à vouloir contrôler, suivre les règles qu'on a apprises, règles qui sont implicites, par exemple, hein, ou qui sont connues et que vous pouvez verbaliser, vous êtes coincé. Donc, tous les patients qui ont des troubles de personnalité sont des patients qui sont guidés par leur mémoire, par leurs apprentissages. Euh, et ils n'arrivent pas, et c'est bien leur problème, à sortir de ça. Ok. Donc, la fonction là de la mémoire imageante, c'est d'un coup, on met en- en retrait tout ce carcan qui s'est construit au fur et à mesure, qui est nécessaire pour nous, mais qui, chez certains patients, pose problème. Quoi, c'est vrai. Et dans le cas de la transsomnambulie, de la conscience imageante, on va pouvoir à ce moment-là regarder ces choses d'une manière nouvelle et pouvoir concevoir en dehors, penser en dehors de la boîte si tu veux. Mhm. Donc c'est ça. Donc ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Non, il n'y a pas un guide qui va faire que d'un coup le cancer ou la schizophrénie va disparaître. Mais dans le cas de troubles de personnalité, de comportements inadaptés, que le patient va faire de manière automatique ou irréfléchie, parce que ça s'est toujours fait comme ça, parce qu'il n'est pas capable de concevoir autrement. À ce moment-là, oui, c'est crucial. D'accord? C'est enlever les œillères, enlever le carcan et pouvoir enfin concevoir les choses. Alors ça peut donner une impression un peu bizarre, puisque donc si tu veux, c'est comme nous avons normalement, nous, une vision, on va dire, surplombante de la réalité. C'est-à-dire que je suis capable de vivre quelque chose et d'avoir une métacognition, c'est-à-dire de pouvoir, bah, tiens, ça m'a fait plaisir. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui, dans cet état-là, avait une vision méta, à nouveau, de ta vie entière, de tes choses. Donc, cette fonction méta-méta, c'est un nom, c'est ce qu'on appelle transcendantal. Donc, ça donne cette impression que quelque chose de supérieur est en train de t'informer de ce qui se passe et te donner une information originale. En fait, non, c'est toi, dans cet état de fonctionnement de la conscience imageante, qui est dégagé de ton carcan d'apprentissage, ok, et qui peut le concevoir, le reconcevoir et s'apercevoir que ça coince et créer des solutions originales. D'accord. Donc, pas un guérisseur mystique, voilà, auquel on accède, mais par contre, se libérer du carcan des apprentissages implicites et pouvoir regarder les choses d'un œil neuf, y compris son comportement. Mais ça donne cette impression transcendantale d'une position méta sur toi, toi, la personne que tu es. Pour ce qui est du rêve, oui, jusqu'à Bred, la conception originale de la transe, jusqu'à Janet même, de la transe, c'était le rêve. C'était clair pour tout le monde que c'était du rêve. C'est avec Freud que ça change, et à un moment très précis, qui est la description de Hanao, enfin donc la retranscription de la thérapie de Hanao, la thérapie qui a été faite par Breuer. Et il a publié ce texte. Alors, ce n'était pas lui qui a fait la thérapie de Bertha von Pappenheim à Nao, c'est Breuer.
Et il l'a publié pour faire pièce à Janet, hein, qui était le grand adversaire scientifique, on va dire, de Freud. Et on sait que c'est un faux. Freud a présenté cette thérapie comme étant une réussite, ça a été un échec. Bertha von Pappenheim a été hospitalisée chez Binswanger, alors qu'il disait qu'elle était guérie. Mais surtout, c'est là, à ce moment-là, qu'il établit qu'elle est victime d'abréaction. C'est-à-dire qu'elle le voit, il dit qu'il a le journal qu'a tenu la mère et qu'à un an d'intervalle, elle revit en transe les événements du passé et qu'il le sait, il en a la preuve parce qu'il a le journal. Alors, à l'époque, les connaissances scientifiques se faisaient à partir de cas qui étaient décrits méticuleusement et pas de population comme nous faisons nous. Hein. Et donc, le cas qu'il décrit, il l'a falsifié de fond en comble. On a le dossier de Breuer, hein, il était à la clinique de Binswanger. Mais le passage et tout le truc comme quoi la mère avait un journal et que Freud pouvait s'assurer que ce qu'elle vivait en transe, c'était ce qu'elle avait vécu à un an, à date anniversaire près. Tout ça, c'est un faux. D'accord? Et c'est ça qui établit que ce sont des souvenirs et que la transe et que comment ça s'appelle et que l'hypnose, les patients souffrent de réminiscence, par exemple, et que c'est la visualisation. Bref, je viens de parler du fait que c'est la visualisation, que c'est la mémoire qui est en cause dans l'hypnose et dans les pathologies hypnotiques. Alors que jusque-là, tout le monde, y compris Janet, parlait de rêve. Et quand Janet parle d'idées fixes, vous le voyez décrire, il parle de complexes d'idées et d'images et de choses oniriques. Alors, du coup, j'ai un peu perdu le fil de tout ça. Ton autre question, c'était quoi? Donc, bref, donc si on a changé de conception et qu'on a oublié la fonction centrale du rêve dans l'hypnose, c'est à cause de Freud et à cause de ses mensonges. Freud est le premier, on va dire, fraudeur scientifique avéré, documenté par les historiens. Et malheureusement, jamais les autres n'ont pas, pouvaient discuter de ces idées, mais n'ont pas compris qu'il mentait et donc ils ont intégré les idées de Freud, en particulier les idées sur la mémoire, dans les conceptions et c'est la psychologie naissante et c'est la base de toutes nos connaissances psychologiques actuellement. Et comment arriver à défreudiser la psychologie? Ben, personne ne sait faire, tellement ça a été euh, épidémique et envahissant. Alors tiens, hop, 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 là il y a une question sur les rêves. Et chez les personnes qui disent ne pas rêver ni se souvenir de rien. Alors, on sait que ces personnes rêvent, il n'y a aucun problème. En fait, pour se souvenir de ses rêves, il faut se réveiller dans la nuit. Tous les cycles de sommeil, toutes les 1 heure et demie à peu près, tout le monde se réveille pendant 1 minute ou deux et on se rendort. Si cet réveil est bref, vous ne vous rappelez de rien. Si ce réveil est un petit peu plus long, alors on parle de quelques minutes, hein, vous pouvez très bien ne pas vous rappeler que vous étiez réveillé, mais dans les centres du sommeil, c'est très clair. Et c'est là que vous allez mémoriser le rêve. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de réveil, il n'y aura pas de rappel du rêve. Dans les centres du sommeil où on étudie le rêve, on va méthodiquement réveiller les patients et donc n'importe qui, même ceux qui disent qu'ils ne rêvent pas, vont vont décrire 5 ou 6 rêves. À chaque fois qu'on les réveille, il y a des rêves. Quand ils sont en sommeil lent profond, c'est plus difficile d'accéder au rêve. On sait maintenant que on rêve tout le temps et que le sommeil paradoxal n'est pas le marqueur, le corrélat du rêve. Quand les gens sont en sommeil lent, quand nous sommes en sommeil lent profond, le temps pour arriver à émerger est trop long et donc pendant ce temps-là, on oublie le rêve. Donc les gens ne se souviennent pas, mais ils ont rêvé en fait. Le rêve est une fonction du cerveau dont on ne connaît pas l'usage. Autant on peut commencer à savoir à quoi servent le sommeil profond, qui est le sommeil réparateur, le sommeil paradoxal, mais la fonction du rêve, on ne sait pas, et les théories dominantes actuellement sur le rêve, c'est dire que c'est un épiphénomène, c'est-à-dire que ça ne sert à rien et que ça a la même valeur que l'ombre d'un marcheur, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la marche. Ça ne sert à rien. Je pense que, vu que le rêve est très conservé dans l'espèce humaine et dans toutes les espèces, au moins vertébrées qu'on connaît, et j'ai vu un article comme quoi certains pensaient que les poulpes rêvaient, je pense que le rêve doit avoir une fonction, sinon l'évolution ne la conserverait pas autant. Alors, tac, tac, tac. Donc, les personnes qui disent ne pas rêver, c'est juste qu'elles ne se souviennent pas. Alors, Je et peux qui vous poser tombent dans les une... limbes. Oui, Oui. je peux vous poser une question? Alors,
je point de voulais vue. juste, Ah, par rapport à ma question là, Oui, sur les donc, limbes. oui, voilà. Donc, du coup, en fait, si une personne vient en séance et voilà, qu'elle n'a pas de matière de rêve et qu'elle en parle donc on peut lui donner le conseil éventuellement de se mettre un ou deux marqueurs de réveil pendant la nuit. Alors, par exemple, mais elle peut faire ça de manière hypnagogique. Vous avez une technique, par exemple, qui était utilisée par, bon, les noms m'échappent maintenant, mais par exemple, un des très grands inventeurs américains qui a publié, qui a inventé les ampoules, qui a inventé tout un tas de trucs. Ce qu'il faisait, c'était il s'asseyait avec une clé dans la main. Oui, ou un crayon, oui. Crayon. Et au bout L'expérience de 10 était minutes, refaite récemment en ouais, France avec Isabelle Arnulf et son d'accord. équipe, avec une bouteille d'eau. Et donc, en Ouais. fait, quand il est en période hypnagogique, la clé tombe, le réveille. Mm. Donc voilà, c'est un moyen d'augmenter la créativité. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la créativité, ça n'est pas quelque chose il va pas rêver d'une solution. Par contre, il va être dans un état un peu plus créatif et dans les minutes ou la demi-heure après, il va pouvoir avoir plus d'originalité, plus de créativité dans ce qu'il fait. Donc là, c'est un moyen d'accéder comme ça aux rêves. Maintenant, je ne vais pas travailler avec les patients sur les rêves qu'ils ont fait dans les nuits précédentes. Je ne vais pas leur demander de tenir un agenda de rêve. Ils vont rêver en direct, là, devant moi. Justement, à ce propos, je prends un peu le relais de ce qu'avait évoqué Brice tout à l'heure. D'une manière plutôt formelle, comment vous procédez avec les patients que vous recevez? Vous faites une induction pour amener une transe somnambulique ou juste c'est Alors, du oui. conversationnel, vous les amenez à évoquer de manière justement créatrice, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils vivent leurs problématiques, comment vous procédez? Donc, les inductions vont être très simples parce que je n'ai pas besoin de endormir. Tout ça, ça date de l'hypnotisme du 19e siècle, de créer la léthargie. Donc non, même la léthargie va être l'obstacle pour la prise en charge. Donc les inductions, elles sont très simples. Ça va être juste une focalisation de l'attention. Focalisation de l'attention, si on est, comme je vous disais, si on fait du clean ou du focusing, tout ça, ça va être sur les symptômes, les somatisations liées aux émotions. Le patient me dit que, je ne sais pas quoi, il est angoissé. Ok, elle est où l'angoisse? Ben, c'est une boule dans le ventre, très bien. Et à ce moment-là, focaliser son attention là-dessus, ça suffit à engager le réseau de science et à déclencher l'imagerie créatrice. Oui. Ça peut être à la manière de Jung, c'est-à-dire Jung leur demandait de partir d'une image, s'ils avaient fait un rêve. Jung était encore très dépendant des idées de Freud, c'est-à-dire la primauté du rêve. Et donc demander aux patients de ramener un rêve, et s'il y avait quelque chose qui les avait marqués pendant ce rêve, une image, de partir à partir de cette image-là, D'accord. qui, il estimait, était signifiante. Alors, elle l'était ou peut-être pas, mais de toute façon, ça suffisait à engager. Donc, il suffit en fait d'orienter l'attention du patient sur quelque chose, d'externe ou d'interne, ou d'utiliser une induction pour obtenir de la somnolence. Mais là, vous risquez que le patient parte en léthargie. Surtout si c'est un patient qui n'est pas high, un patient qui croit qu'il faut dormir pour entrer en transe. Et ça suffit pour activer l'imagination créatrice. La transe somnambulique est une transe facile d'accès. Lorsque vous la voyez en spectacle, vous voyez que les hypnotiseurs de spectacle vont d'abord passer par la léthargie et ensuite ils vont stimuler les patients pour qu'ils sortent de la léthargie et qu'ils accèdent à la transe somnambulique. Mais il n'y a pas besoin de faire ce passage par la léthargie. On va directement à la transe somnambulique. Il y a des patients, il y a des patients enfin, moi je sais que je travaille souvent de cette manière-là, dans Mhm. l'entretien, hein, l'entretien préalable. Déjà, souvent les gens me disent, c'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé. Déjà, c'est plus tout à fait pareil, hein. Mhm. Mais il y a des gens qui ont du mal quand même je veux dire, ils sont toujours pour casser, si on le fait comme ça de manière sous forme de discussion, il y a des gens qui vous disent, mais moi, je vois rien, je sais Ah, pas, etc. Et ils refusent, il y en a aussi qui refusent de laisser venir à eux une représentation quelconque. Je alors, sais pas, oui. moi, c'est compliqué, ce que vous me demandez, enfin, etc.
Donc, il y a des patients qui veulent vous expliquer, hein, donc, Oui. voilà, qui sont vraiment dans ce carcan de, voilà, on va discuter et je vais Oui. vous expliquer mes conceptions. En général, ça mène à rien, si ce n'est expliquer le problème dans lequel ils sont, point barre, et puis il n'y a pas de solution. Donc, il va falloir les orienter. Alors, je ne vais pas leur demander de visualiser quelque chose, je ne vais pas leur dire de les halluciner quelque chose, je vais juste saisir ce qui se passe à ce moment-là. Et vous me dites que vous avez tel, alors les somatisations, c'est-à-dire les symptômes physiques des émotions, sont des portes d'entrée très faciles. Hein. Vous avez mal ici, et où est-ce que vous avez mal, où est-ce que vous avez mal exactement, c'est-à-dire que vous orientez son attention sur le truc, et quand vous avez mal là, à cet endroit-là, je ne sais pas quoi, est-ce que ça a une taille, une forme, c'est comme quoi, donc il va vous dire c'est un casque, mais c'est quel genre de casque? Ben, c'est un casque en métal, et ça porte sur les épaules, et c'est très lourd, et quand un casque en métal, et je vais faire très attention, c'est le fonctionnement du clean, c'est ce qu'apporte le clean par rapport aux autres neurothérapies, c'est de surtout faire très attention à ne pas influencer le patient, ne pas ajouter des éléments. Donc, le fait de l'amener à détailler les choses va l'induire de plus en plus dans la transe somnambulique, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus hallucinatoire, il le sent, il le ressent, il le voit, il le découvre. Et ça se fait de manière très physiologique, très naturelle, à partir du moment où le patient il a décidé d'arrêter de vous expliquer, parce qu'il y en a Voilà, qui, c'est ça le effectivement, problème. Oui. Ouais, c'est ça le problème parce que je veux dire, ça, moi je travaille comme ça, mais il y en a certains qui vous disent, mais moi je vois rien, je sens rien. Quand on leur dit, oui, focalisez-vous là-dessus, oui, mais bon, il y a quand même des à, personnes qui ont plus de difficultés que à d'autres. aucun moment je vais leur demander de voir ou de visuel ou de faire le truc, ça va se passer naturellement. Moi, je vais leur juste de leur demander de me parler de ce qui occupe leur pensée, Mhm. Je suis d'accord. d'accord. Et pas leur demander de voir ou de Non, trucs non, non, sur mais leur. je me suis mal exprimée. Je Mhm. me suis mal exprimée, je suis désolée. Mais je suis très bien ce que vous êtes en train de dire. Ok. Si. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre une dernière question et puis après on va clôturer ce Et verre. ça, oui, tout à fait, qui utilisait cette méthode. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Alors, si personne n'a de questions, je t'en pose une dernière, Christophe. Mhm. Est-ce que par rapport aux avancées en neurosciences, tu as parlé tout à l'heure de résonance transmagnétique, etc. Est-ce que tu sais si à l'heure actuelle, il y a des éléments, on va dire, qui iraient non pas dans le sens d'une validation, on va dire, scientifique, comme elle est un peu la neuroimagerie à l'heure actuelle, mais qui iraient dans le sens d'une intervention thérapeutique, par exemple, des stimulations avec des électrodes de zones qui seraient à caractère hallucinatoire ou... Pour le moment, donc la stimulation magnétique transcrânienne, c'est utiliser donc des champs magnétiques très puissants, très focalisés, qui vont créer des courants électriques au niveau des boucles de courant électrique. Au niveau cortical, c'est pas très profond et ça permet soit de stimuler, soit d'inhiber les neurones suivant la fréquence du champ magnétique. C'est essentiellement utilisé en recherche parce que ça permet assez facilement, par exemple, d'inhiber telle zone corticale et puis de voir ce que ça fait. C'est-à-dire que si je ne sais pas quoi, si c'est la zone du langage, bah, transitoirement, la personne va avoir du mal à parler. Maintenant, en thérapie, pour le moment, ça a été utilisé pour la dépression, mais les études suivantes ont montré que c'est un placebo. Alors, placebo, ça veut dire que c'est le contexte qui agit et pas la stimulation magnétique transcrânienne. Il y a un nouveau protocole qui est apparu, qui est infiniment plus puissant et beaucoup plus localisé et sur une zone très ciblée, mais pour le moment, ça reste encore du domaine expérimental. Et donc, la stimulation magnétique transcrânienne a été utilisée pour agir sur le DLPFC, donc une partie du cortex. Donc, le DLPFC, c'est le cortex euh, préfrontal, donc le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est-à-dire que sur le côté, en haut et à la partie antérieure du cerveau, et que quand on perturbe l'activité du cortex du DLPFC, à ce moment-là, il y a une augmentation de la suggestibilité qu'on mesure par le fait que la personne, il y a une altération de son agentivité. Mais comme je te disais, c'est un effet qui est réel mais faible. Je ne connais pas de technique encore, de technologie qui puisse créer de la transe Mm. en appuyant sur un bouton, quoi. Mm. Très bien.
Très bien, bah écoutez, je crois qu'il est 21h29. On va clôturer le Virtual Chapter. Je te remercie encore, Christophe, pour ton intervention qui était à la fois passionnante, en même temps très détaillée, avec beaucoup de contenu. Mhm. Je vous invite à proposer éventuellement des sujets. J'ai déjà un peu deux, trois idées pour cette année. On m'avait beaucoup demandé hypnose et douleur, tout ce qui est traitement douleur chronique, douleur aiguë, voilà. Donc je ferai peut-être un topo au prochain Virtual Chapter ou celui d'après. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, à proposer. Le Virtual Chapter sera posté sur la chaîne YouTube en replay, voilà, de façon à diffuser et partager les connaissances et tout ce qu'on a vécu ce soir. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.